Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Dans les derniers épisodes, on a bien voyagé, on était avec Lara en Argentine, on était avec Bastien au Cambodge, et l'épisode d'aujourd'hui n'y fera pas exception puisqu'on part dans la capitale de la Hongrie, à savoir Budapest, avec Johan, qui s'y est installé il y a un petit moment et qui a pu toucher à différents aspects de l'immobilier dans cette ville, en allant de la division foncière jusqu'à la création d'un hôtel et maintenant l'exploitation de cet hôtel. Pourquoi j'ai tenu à inviter Johan sur le podcast ? Eh bien parce que, à mon avis, il n'y a nulle autre ville en Europe, hors de France, qui a été autant plébiscitée, notamment par les youtubeurs, investisseurs, fans de muscu et de crossfit. J'en vois au moins trois parmi les plus gros youtubeurs immobiliers, justement du YouTube Game, qui ont débuté leur carrière à Budapest. Donc, je voulais voir avec Johan quels étaient les atouts, les intérêts et les spécificités de ce marché. Avant de démarrer avec Johan, je vais en profiter pour faire quelques dédicaces parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai eu énormément de retours sur le podcast de la semaine dernière. Ça faisait vraiment un moment que c'était pas arrivé et je dois concéder que c'était un peu pesant d'avoir peu de retours alors que j'ai quand même un nombre d'écoutes qui est assez significatif et j'avais de moins en moins de retours. Donc là, j'en ai eu plein par rapport au podcast Voyager Plus pour investir mieux. Et je dois avouer que c'est très agréable d'avoir des retours sur le podcast. C'est vraiment ça qui me pousse à proposer un épisode par semaine, alors que j'ai une vie remplie, mais vraiment à ras-bord en ce moment, avec toutes mes activités, mes investissements, le club invest, le week-end IMO. Là, on est aujourd'hui, mardi 12 avril, au soir, et j'enregistre l'intro de cet épisode qui va être publié dans 12 heures en fait. Donc le week-end dernier, j'ai eu plus d'une trentaine de rendez-vous concernant mes appartements, sachant que le week-end d'avant, j'avais fait des visites aussi pour louer un autre appartement. Donc le week-end dernier, il a été vraiment millimétré. Il se passait de 15 à 30 minutes, j'avais tout le temps des rendez-vous. Je montais dans ma voiture, je repartais, j'attendais des gens. C'était vraiment hyper intense. J'ai fini sur les rotules, samedi soir, j'étais mort. En plus, j'ai regardé, je crois que j'ai fait presque 20 000 pas dans la journée, juste en fait à me déplacer, alors que j'ai tout fait en voiture, mais juste à me déplacer à droite à gauche, aller à un magasin, chez le serrurier, aller voir une agence, faire visiter mon appartement, monter dans les étages de l'immeuble. Donc j'ai vraiment fini samedi soir, j'étais cramé. Dimanche, j'ai fait un peu plus light, mais j'avais quand même encore pas mal de rendez-vous. Et lundi, j'étais de nouveau en train de gérer plein de rendez-vous par rapport à ça. Donc c'était vraiment dur comme week-end. Mais voilà, on est là et le podcast, vous l'aurez demain, mercredi 13 avril. Alors, pour les dédicaces, merci j'espère que j'ai oublié personne, à Technophile, Imo Work Beach, Ludo, David, aka David le plaquiste, comme toujours, il partage en story, MC Invest et Rénov, Mika de Objectif Vivre Libre. Toutes ces personnes ont partagé en story les épisodes récents, notamment l'épisode de la semaine dernière. Donc, merci à vous. Mention spéciale pour Dorian, aka Dodo Imo, qui a partagé une super belle photo dimanche matin. J'ai vu ça, je crois que c'était dimanche ou lundi matin, de son road trip au Maroc avec, on voyait sur l'autoradio l'écoute du podcast. Donc, merci à toi. Ça faisait une super belle photo. Ça a fait un peu ma journée, on va dire. Et puis en plus, je crois bien que c'est ton anniversaire, donc joyeux anniversaire. Je te souhaite plein de gros projets de marchand de biens, des fonds à lever dans tous les sens, des projets à grosse renta et qui se déroulent plus ou moins comme tu avais prévu. Tant qu'on reste dans l'exotisme, je vois sur la plateforme de podcast que j'ai des personnes d'un peu partout dans le monde. Alors c'est assez marrant comme si vous n'êtes pas podcasteur, vous le voyez pas, mais moi en fait j'ai une map monde et je vois les écoutes par ville. Alors en France c'est un gros point jaune, puis un petit peu tout ce qui touche la France. Et après j'ai des points un peu partout. Donc c'est les personnes qui écoutent les podcasts. Donc j'ai des gens à Papeete, à Dubaï, à Nouméa, à Dakar, à Shanghai. Donc ces personnes, si vous êtes l'une d'entre elles, n'hésitez pas à vous manifester. Je suis sûr que j'aurai plein de choses à apprendre. Et j'ai un auditeur, je fais une petite dédicace aussi à Charlie qui habite en Tanzanie, qui m'a chaudement invité à passer le voir. Donc je dois aller au Cambodge, je dois aller en Argentine et je dois aller en Tanzanie et même faire un petit tour des pays aux alentours.
Donc, spécial dédicace à Charlie qui m'écoute depuis la Tanzanie. Et j'espère qu'on se verra, qu'on pourrait faire peut-être un épisode. Autant il y a des épisodes que je veux bien faire à distance, autant si tu habites en Tanzanie, on pourrait faire un petit week-end à Zanzibar et puis enregistrer le podcast à cet endroit. J'ai eu pas mal de messages aussi cette semaine je suis sur des groupes Facebook d'immobilier, bien sûr, notamment de Alison qui a voyagé. Donc en fait, j'avais partagé un peu mes idées par rapport au podcast, mes réflexions par rapport au podcast Voyager plus pour investir mieux. Et j'ai eu des retours, donc notamment Alison qui a voyagé pendant 7 ans. Donc 7 ans, c'est quand même très impressionnant, qui m'a indiqué à quel point ça a pu lui ouvrir l'esprit. Mathieu qui a rajouté à mes enseignements, on peut dire, que la mise en place de routines, en fait, voyager, si on s'installe quelque part, mettre en place des routines, ça peut être très utile pour notamment se reconstituer un nouveau cercle social. C'est vrai que c'est pas évident, c'est quelque chose qui est un peu inné de se créer un cercle social quand on n'a pas bougé de sa ville. Ça peut être des gens que vous connaissez de l'école ou de votre famille, etc., qui constituent votre cercle social. Mais quand vous bougez, repartir de zéro, c'est pas évident. Donc oui, créer des routines, ça peut être à la fois utile pour se créer quand on voyage, un cercle social, et également dans ces investissements, si on veut enchaîner. En fait, au bout d'un moment, dans les investissements immobiliers, parfois, faut pas réinventer la roue. Vous avez un projet, vous le mettez en loc, c'est rentable, vous continuez, c'est pas la peine d'aller dans une autre ville à chaque fois ou d'essayer des autres types d'investissements tout le temps. Le mieux, c'est d'enchaîner, empiler les lots comme des Lego, comme j'ai toujours. Voilà, j'ai notamment eu aussi un retour de Victor qui a pu arrêter grâce à ses investissements de travailler pendant 2 ans et voyager, je crois que c'était en Europe de l'Est, en Inde, il m'a dit, pendant 2 ans. Donc cool. J'avais Dress Code qui m'a indiqué que ça permet de pas se créer une prison dorée. Donc la prison dorée qu'on a tendance à se créer, c'est si on a des bons revenus, acheter, en fait, vivre vraiment au niveau au moins de ses moyens, si ce n'est plus. Et puis du coup ne pas avoir après assez d'argent pour voyager et puis avoir une belle maison, une belle voiture, mais être bloqué avec ça parce qu'on n'a pas assez d'argent ou pas le temps pour voyager. Et enfin, Christelle qui m'a rajouté que voyager, c'est avant tout oser. En effet, il y a plein de destinations auxquelles on penserait pas ou dans lesquelles on se mettrait dans des zones un peu inconfortables. Donc voilà, voyager, c'est oser. Pour les autres petites dédicaces, parce que j'en ai pas fini, voilà, on prend le temps aujourd'hui. Mention spéciale pour Katia pour l'écoute des podcasts. À Hippolyte qui va venir spécialement des États-Unis pour participer à notre week-end IMO. Anto IMO qui envoie des immeubles de rapport en off-market, qui m'en a envoyé, que j'ai pu partager aux membres du Club Invest. Je sais pas si ça donnera quelque chose ou pas, mais ça m'a fait très plaisir qu'ils prennent contact avec moi. Et je pense que voilà, quand on a des opportunités comme ça vaut toujours la peine de regarder à 2 fois quand c'est en off-market. Parfois, c'est pas des si bonnes affaires. Parfois, c'est des très bonnes affaires. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une chance d'avoir accès à ce type de biens. Aurore et Abdel qui m'ont partagé la photo de mon livre qu'ils ont pu recevoir et dont ils ont commencé la lecture. Donc, merci à vous, Alicia et Dylan, pour les échanges par email, ou encore Caroline pour ses précieux conseils à la fois sur la LCD et sur mon podcast. Et enfin, la quintessence de tous, merci à Fabien pour son commentaire sur Apple Podcast. Et oui, j'ai eu un nouveau commentaire sur Apple Podcast, ça faisait hyper longtemps. J'ai calculé que j'ai environ un commentaire toutes les 15 000 écoutes. Un commentaire toutes les 15 000 écoutes. Donc avoir un commentaire, c'est aussi improbable que de trouver un politicien sans casserole. Donc, merci à Fabien pour ton commentaire. N'hésitez pas à limiter. Je sais que sur Apple, c'est galère. Franchement, si vous n'êtes pas habitué à la plateforme, et même moi, parfois, j'ai un peu du mal à trouver où est-ce qu'on note. Mais si vous voulez mettre une note, je vous enverrai un tuto sur Insta. Mais merci en tout cas à Fabien pour ton commentaire. Ça fait grandement plaisir. Ça m'a bien reboosté pour quelque temps et je vais donc poursuivre mes podcasts chaque semaine, le mercredi matin. Pour le reste de mon actualité, je vais essayer de pas trop vous abreuver d'informations. C'est vrai que je fais plein de choses. Vous, très probablement, quand vous écoutez mon podcast, vous êtes en voiture, en train de faire votre sport, votre ménage, de marcher dans la rue. C'est dur de saisir toutes les infos que j'ai à partager. Alors, comme je vous ai dit, ma grosse info qui vous concerne pas, c'est que j'ai 3 appartements qui sont libérés en même temps. Enfin, une LCD, donc c'était mon choix. J'ai viré les 2 concierges bras cassés, là.
On vous embrasse, hein, si jamais vous écoutez. Pensez à vous former et puis ou alors à changer de métier. Donc forcément, j'irai, enfin voilà, pour relancer la LCD, ça va être, ça demande du travail. J'ai dû aller sur place, j'ai dû aller voir l'appartement. J'étais pas content avec certaines choses. Voilà. J'ai 2 autres appartements qui sont libérés. Pour un, j'avais fait les visites la semaine dernière. J'ai trouvé une locataire. Normalement, elle va signer mon bail à distance ce soir. Et pour un autre appartement, en fait, je dois faire je dois le rafraîchir. C'est un appartement, on va dire, c'est mon appartement le moins bien. Et je sais pas quoi en faire vraiment. J'hésite entre le louer, le vendre, le rafraîchir. Jusqu'à quel niveau le rafraîchir, je sais pas non plus exactement. Donc pour l'instant, je suis parti pour juste le repeindre. Et puis après, on verra ce que j'en fais. Je pense que je vais mettre des locataires parce que forcément, si je le vends, c'est à bon prix, hein. C'est pas moi qui vais créer des bonnes affaires pour les futurs investisseurs. Donc voilà, c'est pour ça j'ai dû faire des allers-retours, quand j'ai fait un peu visiter l'appartement, j'ai encore été acheter de la déco, changer des stores. C'était toute une histoire. J'ai vraiment passé un week-end de folie et pas dans le bon sens du terme. Vraiment, je suis sorti de là, week-end qui s'est prolongé jusqu'au lundi. Je suis sorti de là rincé, plein d'histoires de clés. Les clés, ça peut être tellement vite une misère. Enfin bref. Voilà. Je pense que pour tous mes appartements, j'en ai assez parlé. Pour le reste, les projets en cours, mon nouveau livre, Débuter l'investissement immobilier locatif, 12 étapes simples pour réussir à éviter les pièges. Donc, je vous en ai un peu parlé dans le podcast précédent. Alors, je suis pas encore Michel Houellebecq ou Marc Lévy, je pense qu'il s'appelle. Mais j'en ai 50 exemplaires qui ont été commandés, donc je pense en 2-3 semaines. Donc, merci à vous. Et si le livre vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles sur Amazon. Ça fait toujours plaisir. Et je saurai vous remercier. Pour le week-end d'IMO, donc comme je vous ai dit, on a une personne qui vient des États-Unis spécialement. Elle est pas belle la vie. Sinon, c'est pas le seul qui vient de l'étranger d'ailleurs. Il y a au moins 3 ou 4 participants qui viendront de l'étranger. Pour le reste, donc je vous avais parlé déjà des intervenants. J'ai normalement ma notaire qui va venir, un artisan. On a des personnes qui gèrent beaucoup de l'eau. Et puis en fait là j'en ai profité pour me mettre en contact via Instagram avec plusieurs investisseurs chevronnés d'Alsace ou alors tout proche, donc on va dire Moselle ou territoire de Belfort. Allez, on peut descendre un peu en Franche-Comté s'il faut. Et il y a plusieurs d'entre eux qui vont passer pendant le week-end à un moment pour parler de leur expérience, échanger sur les choses qu'ils ont pu faire, leurs projets. Donc il y a des spécialistes de la location courte durée, des marchands de biens, des investisseurs qui ont plus que 20 lots, des couples, des personnes seules, des personnes qui ont acheté énormément de lots très rapidement. Voilà, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de rencontrer tout le monde. Si vous êtes d'Alsace ou tout proche, donc comme je vous ai dit, Moselle, territoire de Belfort, que vous soyez débutant ou avancé, si vous voulez passer un moment à l'événement, donc ce sera à Colmar du 13 au 15 mai, n'hésitez pas à me contacter, donc soit via Instagram ou par email info@byebyepatron.net. Et si vous voulez passer tout le week-end avec nous, on a encore un peu de place. Où que vous soyez en France ou dans le monde, on arrivera tous à se regrouper à Colmar. Pour ceux qui voudraient venir de partout en France en avion, il y a des vols low cost pas chers. Pour Mulhouse-Bâle ou pour Strasbourg. Et de là, c'est assez facile de nous rejoindre à Colmar. Mais en tout cas, ça va être vraiment une bonne équipe. Je pense qu'on aura sur les participants, ça va cumuler au moins, très vite 10 millions ou 20 millions d'euros de patrimoine net. Donc, c'est quand même impressionnant. Sachant que je connais pas le patrimoine de ma notaire, bien entendu. Donc, ça va être très intense, très enrichissant. Et bien sûr, tout le monde, franchement, avec tous les gens avec qui j'ai échangé, qui vont participer au week-end, tout le monde a l'air super détendu. Bonne ambiance, on est là pour partager ces expériences, pour progresser ensemble et aller plus vite. Voilà, dernière chose avant d'attaquer avec Johan. Pour le Club Invest, donc vous savez, Michel, mon associé, et moi, on accompagne des investisseurs ou futurs investisseurs à réaliser leur premier ou alors leur second, troisième, parfois c'est un peu plus, investissement immobilier rentable. Donc il y a des personnes qui sont avancées, il y a des personnes qui sont débutantes.
On a commencé en décembre, si je me trompe pas, et félicitations à Jérémy qui vient de signer son offre de prêt, qui va signer chez le notaire vraiment incessamment. Donc, c'est notre premier membre où on a vraiment tout le process complet de la recherche de biens jusqu'à l'offre acceptée, signature de compromis. Maintenant, financement, c'est bouclé et puis il n'y a plus qu'à signer chez le notaire. Donc, en un peu plus que 3 mois, il a pu boucler tout ça. Donc, bravo à toi, Jérémy. Et puis, je sais qu'il a plein d'autres projets des plus prometteurs, on va dire. Il y a les autres membres, ça se bouscule derrière. Il y a eu pas mal de compromis signés. Il y a eu des offres acceptées. Donc, ça se bouscule, ça bouillonne là-dedans. On a un membre qui a 3 opérations en cours, donc ils sont vraiment très très motivés. Alors si vous n'êtes pas dans le club Invest, peut-être que ça peut vous intéresser. Je suis assez étonné et ravi pour eux des conditions bancaires qu'ils ont pu obtenir. Donc ça peut être alors pour les débutants on comprend parce que forcément c'est peut-être leur premier achat, mais pas seulement pour les débutants. Il y a eu des financements vraiment avec des apports ridicules, en gros qui payent juste les frais du courtier. Donc par exemple du 3 000 € d'apport pour un financement sur 25 ans avec 3 ans de différé. C'est des choses que les membres ils ont pu obtenir. Donc et plusieurs d'entre eux on leur a proposé des conditions comme ça. Donc tout n'est pas foutu. Vous pouvez avoir des très bonnes conditions même pour de l'investissement locatif. Si vous voulez, je pense que ça va être le dernier point avant qu'on attaque. On va ouvrir une place dans le Club Invest. Si vous voulez nous rejoindre, là pour l'instant on est 10, donc Michel et moi plus 8 membres qui nous ont rejoints. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réserver un appel gratuit avec Michel ou moi. Vous allez sur clubinvest.fr, il y a le lien dans la description, ou alors vous me contactez sur Instagram, par email, info@byebyepatron.net. Et on prend contact, on s'appelle et on échange sur vos projets. Voilà, en tout cas Michel et moi on est super fiers de votre réussite, sachez-le. Après cette longue introduction, mais elle était vraiment nécessaire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, on attaque avec Johan, on est parti. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, c'est pas la première fois, mais on va justement s'envoler à l'étranger et on va partir en Hongrie avec Johan. Donc Johan qui a maintenant une longue expérience du marché immobilier et je suppose aussi de la vie en Hongrie, qui va nous présenter au cours de cet épisode. Donc salut Johan, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Écoute, ça va très bien, sous ce temps un petit, je dirais pluvieux pour démarrer le week-end. Ouais, ici il neige. Tout va bien. Chez nous il neige là, donc c'est pas forcément évident. Donc j'aime bien pour commencer les épisodes, si tu pouvais raconter donc dans le contexte du Bye Bye Patron un peu soit une expérience qui t'a un peu marqué professionnellement, ou alors le cheminement qui t'a amené à Budapest. Ça on va le voir par la suite en tout cas. Donc, je te laisse démarrer. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai démarré pas en tant qu'entrepreneur dès le départ, à la sortie de mes études. J'étais salarié et en fait, je suis arrivé en Hongrie grâce à un contrat d'expat en 2012. Et pour la faire rapide, j'en avais un petit peu marre en fait du salariat, dans le sens où j'étais souvent la personne, tu sais, qu'on met high performer à la fin de l'année. Et je challengeais mon boss en lui disant: je ne comprends pas pourquoi mes objectifs ne sont pas liés aux résultats que j'amène. Et mon salaire, pourquoi c'est pas proportionnel aux résultats que j'amène. Et en fait, au bout de 2-3 ans, j'ai compris que si j'entreprenais pas, je pouvais passer des heures et des heures au bureau, mais j'arriverais pas à m'enrichir et j'arriverais pas finalement à lever rapidement des capitaux si je travaillais par moi-même quand j'entreprends. Ok. Et quand tu étais en contrat expat, t'avais une paye hongroise ou une paye française? Alors non, j'étais en contrat d'expat, donc français. Donc je vivais quand même très bien, pour tout te dire. Ouais. Et ce qui m'a amené aussi à entreprendre, c'est que les contrats d'expat, c'est en général 2 ans, et après ils te demandent de partir. Il m'avait proposé déjà à l'époque de partir en Australie, mais en fait, quand tu as goûté au charme de Budapest et notamment à l'immobilier sur place, j'ai fait le choix d'entreprendre et de me lancer dans mon activité. Ok, super.
Ah, c'est intéressant aujourd'hui, pas plus tard que là on est le 2 avril et ce matin j'ai fait des visites parce que j'ai un appartement qui se libère et ma locataire, c'était une étudiante, elle va partir en Australie là. Puis on a un peu parlé d'immobilier. Elle m'a dit elle allait sur moi, il lui fallait au moins 1 500 € pour se loger quoi à Sydney, donc forcément c'est pas les mêmes. J'ai été en Australie, j'avais bien vu en tout cas quand j'avais réservé mes chambres d'hôtel et mes appartements, que c'était pas forcément les mêmes budgets qu'à Budapest, et puis c'est pas le même cachet non plus quoi. Ils ont pas d'empire austro-hongrois ou, ou truc comme Pas la même architecture, ouais, c'est ça. plus à l'américaine, on Ouais, dira. voilà. Ok, super. Et du coup tu peux alors en fait avant peut-être qu'on fasse tout le cheminement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, en plus même nous ça fait pas longtemps qu'on est rentré en contact, tu pourrais nous dire ce que tu fais aujourd'hui au jour J, et puis après on remontera le fil pour qu'on comprenne comment t'en es arrivé là. Ok, très bien. Alors moi, je suis vraiment, je dirais, je touche à tout dans l'immobilier. C'est-à-dire, je gère aussi bien des investisseurs qui souhaitent acheter un bien à Budapest. Je fais de l'achat-revente, des opérations d'achat-revente. Je fais aussi de la rénovation d'appartements. Et en dernière date, je suis copropriétaire d'un hôtel sur Budapest qui a ouvert en fait en janvier 2022. Ok, super. Hôtel de combien de chambres à peu près? Alors c'est un 17 chambres et en fait on est en train de étendre une aile pour en rajouter 8. D'accord, ouais, ça fait quand même déjà un beau petit bébé. Et donc t'as dit que c'est en 2012 que t'es arrivé à Budapest. Exactement, en contrat d'expat comme je t'ai expliqué au départ. Et en 2014, je me suis lancé dans l'immobilier. Donc t'as démissionné de ton emploi. Tu faisais Exactement. quoi exactement? J'étais responsable achat, donc très loin de l'immobilier. Ok. Dans l'industrie, donc c'est ça. Dans l'industrie, Ouais. exactement. Et euh, et donc ça c'était comment les débuts? T'avais pas trop d'argent, je suppose. Ça faisait pas. T'as 32 ans, hein. Donc 2012, Exactement. t'es né. Je les calcule vite fait. T'es né En en 89, j'avais 89. 24 ans. J'avais 24 ans, je suis Ok, arrivé en Hongrie. 24 ans. Donc t'as fait des études. Donc je suppose que ça faisait 2-3 ans que tu travaillais. Même Exactement. si t'épargnes 500 € par mois au début, c'est pas avec ça qu'on Alors, achète un immeuble. alors exactement, c'est un bon point parce qu'en fait, j'ai fait 2 ans d'alternance, ce qui m'a permis de mettre 15 000 euros et j'aime bien insister sur ces 15 000 euros parce que je suis vraiment arrivé avec Budapest avec rien et en fait, en me lançant dans l'immobilier, j'ai découvert que bon, quand on n'a pas grand chose, il faut se débrouiller différemment. Donc j'ai essayé de faire appel au départ à des banques locales, et c'est vrai qu'en 2012, t'imagines la Hongrie. C'était pas encore, si tu veux, au niveau immobilier, la même ferveur que l'est actuellement. Donc les banques, elles prêtaient pas trop aux étrangers. Ok. Et du coup, j'ai rencontré 2 autres investisseurs français. Ils ont vu les prix de l'immobilier à l'époque, c'était 700 € le mètre carré dans le centre-ville de Budapest. Donc t'imagines, tu fais rapidement le calcul, on a acheté des surfaces de 70 mètres carrés, on s'est mis à 3 et on a finalement lancé notre activité, je dirais, d'achat-revente en partant de ces premières opérations. Ok, donc 3 fois 15 000, ça faisait à peu près le 45 000 euros, l'apport cash. Ouais. exactement. C'est vrai que sur les réseaux, t'as pas mal de mecs. Alors je sais pas si c'est un hasard. Enfin, à mon avis, c'est pas un hasard, mais il y a pas mal des formateurs immobiliers qui sont connus, qui ont commencé par Budapest, et aussi, je pense, dans ces années-là. Maintenant, les prix ont dû bien changer, à mon avis. Hein. Alors, ce qui est assez intéressant en Hongrie, c'est que si tu regardes, alors la monnaie c'est le forint. Je ne sais pas si tout le monde est bien au courant. Ce n'est pas l'euro. Et en fait, si tu regardes les prix en euros, les prix se sont maintenus. Enfin, je dirais, entre 2012 et 2016, ça a quasiment pris 50%. Par contre, entre 2016 et actuellement, en euros, vu que la monnaie s'est dévaluée quotidiennement, c'est une stratégie, si tu veux, de l'État hongrois pour, je dirais, attirer les multinationales pour que ça soit compétitif finalement au niveau emploi. Le prix de l'immobilier est resté à 2500 €, je dirais, en moyenne dans Budapest, ce qui reste quand même très faible par rapport à Prague, Lisbonne ou Paris. Ça a fait quand même x3, quoi, depuis que t'es arrivé, quoi. Exactement. Ouais, 2500. C'est vrai que j'ai un ami qui achète, alors bon, c'est pas du tout la Hongrie, mais en Bulgarie, et même à Sofia, là, et maintenant, il a quand même payé 2000 € le mètre carré aussi, quoi. Je veux dire, toutes les capitales européennes, même des pays
la Bulgarie, ça doit être un des pays qui a les revenus de l'Union européenne les plus faibles. T'arrives quand même à des prix qui sont assez élevés, en tout cas dans les centres-villes. Je suppose qu'après, quand tu t'éloignes, ça doit être complètement un autre marché avec Tout à fait. plus ok. Et toi, du coup, en Hongrie, t'achètes que à Budapest. Exactement. Alors moi, je pars du principe, tu vois, je voulais acheter en France pour être très honnête avec toi, et je me rends compte que quand tu connais pas le marché, c'est compliqué de faire des bons coups. Et je dirais que je suis spécialisé dans Budapest dans le sens où je connais les rues par cœur, je connais le prix du mètre carré de la rue, et c'est comme ça que tu finalement fais les bonnes affaires. Exact. Ouais. Parce que sinon, tu vois, ça m'arrive un peu en ce moment. Il y a des villes où l'immobilier il a explosé depuis le Covid, même des villes qui étaient pas chères. Et en fait, après, tu compares juste tu peux vite tomber dans le biais. Tu compares un peu tout ce qu'il y a. Tu vois, tout le monde, du coup, vu que les prix ont augmenté, tout le monde abuse en plus. Et même quand tu connais, tu sais, tu vas quand même un peu te focaliser sur juste les annonces. Et c'est seulement après quand tu prends vraiment le temps et tu dis, non, mais attends, là, on est beaucoup trop cher. Même si il y a 5 apparts qui sont à ce prix-là, c'est pas le vrai prix, c'est pas, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très très important d'avoir un peu du recul historique en plus de la vue peut-être horizontale du marché. Ok, alors je vais te poser la question que je me pose depuis le début. Est-ce que tu parles hongrois? Est-ce que c'est un indispensable? Alors, Nem Besel Magyarul, donc ça veut dire en hongrois, je le parle pas. Ok. C'est des langues, je pense, les plus dures au moins d'Europe, quoi, à apprendre. Donc, Exactement. J'ai pas d'excuses. J'ai pourtant une copine hongroise, et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour le pratiquer. Alors, je veux dire, les gens parlent très bien anglais. Et je pense que s'ils parlaient pas bien anglais, ça m'amènerait à rapidement switcher en hongrois. Ouais. Et donc, alors ouais, tu peux peut-être nous parler. Du coup, tu connais pas très bien l'immobilier en France, les frais de notaire, les trucs, les DPE, tout ça, ça te parle peut-être pas. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe une transaction immobilière en Hongrie? Donc, admettons, voilà, toi, t'es l'agent immobilier, je veux acheter. Est-ce qu'il y a des diagnostics qui doivent être faits? Quels sont les frais? Est-ce qu'il y a des sortes de notaires? Est-ce que tu peux nous Alors, raconter ça? ce qu'il faut savoir, c'est que la Hongrie, tout est facile en Hongrie. On pourrait penser que tout est compliqué parce que c'est les pays de l'Est et ils ont énormément digitalisé la façon de faire des transactions immobilières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une transaction immobilière, si vous avez l'argent sur votre compte en Hongrie, ça peut se faire. Vous pouvez être propriétaire en l'espace d'1 semaine. Dans le sens où vous n'avez pas de notaire. En général, quand vous achetez un bien en Hongrie, vous signez, je dirais, le compromis chez un avocat qui va finalement faire tout l'enregistrement du cadastre et s'occuper de toutes ces démarches-là. Vous payez en général une taxe au départ de 4%, qui est une taxe qui est en fait est la même pour tout le monde, sauf pour les marchands de biens. Et je dirais que votre aventure s'arrête là. C'est-à-dire que vous payez 4% et après vous avez simplement, si vous le gérez si vous faites de la gestion locative, vous avez une taxe de 15% par an. À 15% des revenus. C'est une flat fee. Exactement. Ouais, okay. Ouais, donc c'est super simple. Et il n'y a pas d'impôt, d'équivalent taxe foncière. Ça, pas d'impôt télé. Exactement. Donc, si tu as un bien dans lequel tu habites, tu n'as pas de taxe. Exactement. Ouais. Et toi, alors, les gens qui achètent, c'est que pour c'est connu en tout cas de faire de la location courte durée. Tes clients, ils font ça ou est-ce qu'ils font aussi de la location normale? Alors, je dirais, j'ai vraiment deux types de clients. J'ai des clients, comme tu l'as précisé, achètent un bien pour faire de la location court terme, parce que le court terme, par contre, est très intéressant d'un point de vue fiscal, parce que c'est référencé comme l'hôtellerie. Et la Hongrie a connu, une grosse vague de tourisme depuis 4 ans et n'avait pas assez de chambres. Et pour attirer les investisseurs, ils ont, si tu veux, descendu les taxes sur l'hôtellerie à 4%. Donc en fait, donc quand tu fais du Airbnb, tu es taxé à 4%, alors que quand tu fais de la location long terme, tu es à 15%. Et je propose aussi un autre produit, c'est un marchand de biens, donc je fais investir finalement dans une société des investisseurs pour acheter un bien, le retaper et le revendre. Et en général, on part sur entre 6 et 8 mois pour faire ce type d'opération. Ok. Et de la location classique, tu fais pas là?
Si, je fais aussi. Hein. Ok. Si, je fais aussi. Est-ce que tu peux, du coup, en location classique, tu pourrais nous donner des chiffres, je sais pas, admettons que je vais acheter un 40 mètres carrés, combien je vais le payer, combien je vais le louer? Alors, à peu près un 40 mètres carrés, tu vas le payer dans le centre de Budapest, je dirais autour de 9, 150 000, 160 000 euros. Tu risques de le louer, le 40 mètres carrés, si c'est un T2, 550 euros. Donc ça te donne à peu près une idée de la profitabilité que tu fais. Le gros avantage, c'est que Budapest c'est une ville très étudiante. C'est aussi une plateforme où beaucoup de multinationales sont posées. Et du coup, tu as énormément d'étrangers. Donc l'euro est monnaie commune pour payer, je dirais, les rentes. Ok. Donc là, c'est plutôt à 4000 le mètre carré, là, sur des surfaces comme ça, quoi. On est, je dirais, sur un appartement neuf, rénové, on est autour de 3500 euros le mètre carré. Ok. Et tu vas aussi dans des quartiers périphériques ou pas du tout? Alors, encore une fois. Moi, j'ai déjà été à Budapest. Je vois bien c'est quoi le Parlement là? T'as le Danube. Je suppose que là, les prix là, ils ont rien à voir avec les prix à 10 kilomètres de. Voilà. Là, donc moi, c'est vrai que le prix que je t'annonçais ici, t'es dans ce que j'appelle l'œil de Budapest. Donc c'est l'hypercentre. Ouais. Et bien sûr, maintenant, beaucoup d'investisseurs achètent en dehors de l'hypercentre pour plusieurs raisons. Il y a une université chinoise qui est en train de se construire à l'extérieur. C'est des quartiers qui se développent au fur et à mesure. Et là, oui, tu peux payer beaucoup moins cher le mètre carré. On est plus aux alentours de, si non rénové, t'es à 1700 et rénové, t'es à 2500 euros le mètre carré. Ok, super. Et donc pour de la courte durée, je pense que c'est à peu près les mêmes prix partout en Europe que tu peux dégager, enfin, ou quasiment de la location courte durée. C'est un T2, ça va être quoi? 1500? Un T2, ouais, t'es à peu près dans ces zones-là, je dirais 1200, 1300 euros, exactement. Ouais, ok. Et toi, tu fais aussi conciergerie ou vous déléguez ça? Alors en fait, je me suis associé avec une autre personne qui travaille avec moi, qui fait ce travail-là de conciergerie, parce que bon, c'est un métier où il faut énormément d'appartements à gérer si tu veux gagner de l'argent. Donc on en gère aujourd'hui à travers lui 150 appartements, et dans ces 150 appartements, j'en ai 45 qui, je dirais, sont venus se raccrocher parce que c'était des investisseurs qui m'ont fait confiance. Ok, super. Donc ça, on a vu la location. L'achat, du coup, tu fais de l'achat-revente. Tu proposes ça aussi. Donc, tes clients, c'est des Français principalement ou... Alors, je dirais 90% de mes clients, ce sont des Français. Il faut savoir que j'ai aussi une agence immobilière Remax que j'ai ouvert finalement l'année dernière. Et ça, c'est un petit peu aussi pour diversifier la typologie de clients et ramener, je dirais, de la clientèle anglophone et américaine notamment. Ok. Donc l'achat-revente, tu cherches les biens. Je suppose que c'est toi qui les cherches. Exactement. Comment tu fais? Tu porte à porte. Alors non. Alors l'avantage, c'est que vu que je suis présent sur le marché depuis à peu près 8 ans maintenant, je bosse avec des agents qui ne sont pas forcément des agents Remax, by the way, et qui me connaissent et qui savent qu'en général, lorsque j'ai une idée en tête et que je lance la démarche, je dirais qu'ils savent que je vais acheter. Donc en général, je reçois des offres qu'on appelle off market. Ça, je pense, c'est le mot tendance. Et je me positionne directement sur ce marché off market. Ok. Et pour faire une bonne opération, tu dois acheter à combien? Tu rénoves pour combien et tu ressors combien? Alors, on va dire qu'à peu près. Alors, j'achète beaucoup 7e, 6e arrondissement. Donc, pour ceux qui connaissent pas, on reste quand même dans l'hypercentre de Budapest. On n'est pas dans le 5e qui est maintenant, je dirais, très cher. Même 5e, c'est le plus cher. C'est le plus cher, exactement. Okay. Dans le 5e, tu trouves plus rien en dessous de 3000 euros le mètre carré. Alors que dans le 6e et 7e, tu arrives encore à trouver des biens à, je dirais, 1700 euros le mètre carré parce que c'est des quartiers qui sont en plein développement, je dirais. Donc, je dirais à 1700 euros, tu achètes. On va compter à peu près en rénovation, en fonction du type de rénovation, entre 400 et 600 euros par mètre carré. Et derrière, il faut compter, tu as des taxes sur le profit et c'est à peu près 10% sur la plus-value. Ok.
Donc 1007 plus 6, 2003. Il faut que tu vendes un peu plus que 3000 quoi pour t'y retrouver, je pense. 3400 en général. Ouais. Et comment tu te payes et comment tu payes tes investisseurs là-dessus? Alors, en général, j'ai deux typologies je dirais de deals. J'ai un deal où je leur promets un fixe fee. Donc, je leur dis, moi, c'est ce que vous avez investi, c'est 12%. Sur Ok, l'année. donc voilà exactement. Ou bien, vous prenez le risque avec moi et on fait moite-moite. Ok. Donc eux, ils mettent tous les fonds et toi, tu fais le sourcing, suivi des travaux Exactement. et vous coupez en deux. Exactement. Ok. Ouais, donc c'est pas mal. Donc si t'achètes, ouais, en gros, tu sors 1000 euros de marge au mètre carré à peu près, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ok. Non, bah super. Et ça, t'en fais combien par an ou je suppose que c'est assez chronophage quand même. Ouais, alors en fait, la plus grosse difficulté en Europe de l'Est, c'est de trouver des ouvriers. On l'a pas beaucoup mentionné et j'ai commencé il y a 8 ans, comme j'ai dit au départ, et c'est vrai que j'ai découvert la difficulté là sur le coup d'être étranger et d'être vu comme je dirais une mine d'or. Ah, Donc au départ, ils te prennent un peu pour un Américain. Et c'est vrai que maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai une équipe avec qui je travaille, je leur confie à chaque fois les mêmes chantiers et en général, ils sont capables de faire des rénovations en 3 mois. ok. Ouais, trouver parce que c'est vrai, c'est un truc on n'y pense pas. Enfin, on va pas faire de politique ou quoi, mais t'as des pays, on dit la Hongrie, on le sait, elle est pas forcément la plus européenne, enfin pro Union européenne et tout. En fait, t'as pas mal de pays de l'Est où il y a beaucoup de gens qui sont allés en Europe de l'Ouest et bah du coup ils ont plus d'ouvriers quoi. Enfin, je suppose et Et- en Pologne, en Bulgarie, tout ça, je sais que ça peut arriver. Et je suppose qu'en Hongrie aussi, quoi. On doit avoir 3% de chômage sur Budapest, donc autant ouais. dire qu'il y a presque rien. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas bon encore en Europe, ça se voit pas direct sur notre visage qu'on est. Mais après, quand tu parles, ça se voit. Mais il y a des pays, moi j'ai pas mal voyagé. Quand t'es en Asie ou quand t'es, je sais pas. Enfin, dès que t'as pas le visage local, t'inquiète que le prix qu'on va t'annoncer, ça va pas être le même que. C'est 30% de plus, exactement. Voilà. Même récemment, je voyageais et il y avait des prix nulle part. Et en fait, parfois, on me disait un prix, je sais pas, tu vois. Je sais pas, 4 dollars. Moi, je sortais 2 dollars, je les posais, je me barrais, parce qu'il y a un moment, tu vois, et puis, s'ils me couraient pas après, c'est que c'était le prix qu'il fallait payer, quoi. Parce que sinon, vraiment, tu t'en sors plus. En mode cow-boy. Voilà, parce que, et, ouais. Bah, super. Et, bah, du coup, on peut parler de ton hôtel, là. Ça, je pense que ça a été un très gros projet pour toi. Voilà, alors c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours dit le Covid n'est pas une bonne chose. Ça dépend comment vous le preniez. Et en fait, nous, ça nous a permis, pour te dire la vérité, j'ai pas conçu l'hôtel. C'est arrivé en fait à une décision qui s'est passée en 3 mois. J'ai rencontré un autre Français qui faisait à peu près le même type d'activité. Hein, c'est lui qui faisait les conciergeries, si tu veux. Et il avait rencontré un milliardaire égyptien qui aujourd'hui voulait investir à Budapest. Et cette personne nous dit, écoutez, moi j'ai pour projet pendant le Covid d'acheter un bâtiment à tel prix au mètre carré. Est-ce que vous pouvez le faire? Et en fait, pendant le Covid, ceux qui ont du cash, on sait très bien, c'est toujours les plus grands gagnants. Et il s'est trouvé qu'on on l'a aidé, on l'a accompagné dans l'opération, si tu veux, de rénovation et de construction de cet hôtel. Et trouver Et derrière, l'hôtel aussi, je pense. exactement. Ouais. Et après, on a récupéré la gestion. Ok, la gestion de l'hôtel, d'accord. Voilà. Ok, super. Bah là, on a fait un bon petit tour déjà. Donc, tu fais de l'achat-revente, tu fais ça. Et pour les Français qui investissent pour louer, c'est quel type de partenariat du coup que tu as avec eux? Et en général, ce que je leur propose à chaque fois, ce qu'il faut, parce que là, tu me parlais d'un 40 mètres carrés. On sait que le 40 mètres carrés, c'est la pire surface à acheter parce que c'est trop grand pour la LCD. pour la SCD et c'est trop petit finalement pour faire 2 chambres. Donc en général, je leur demande à chaque fois quel est votre objectif. Donc est-ce que c'est de faire de la rentabilité, est-ce que c'est plus de faire finalement avoir un bien dans le centre-ville qui va prendre rapidement de la valeur parce qu'il est localisé, je dirais, as the place to be. Et derrière, je leur propose tout le temps d'acheter quelque chose qui est à rénover
Tout simplement, parce que on peut le construire selon notre envie et selon finalement l'objectif du client. C'est-à-dire, on va se faire des grosses colocations de 5 chambres. Et Budapest, c'est une ville très étudiante, donc ça permet de rentabiliser, je dirais, chaque espace. Ok, super. Et, euh, et après, donc le client, il a un rendement et vous prenez, je pense, une part de ce rendement. Exactement. On l'accompagne à l'achat, notaire, on gère la partie rénovation et on fait la gestion de ce bien jusqu'au paiement de tous les fournisseurs d'électricité, gaz et de s'assurer que finalement l'argent rentre bien chez notre investisseur. Ok. Et ça, toi, tu as quand même des contacts qui parlent hongrois, je suppose. Exactement. Alors, sinon, c'est trop compliqué. Dans mon équipe, puisqu'aujourd'hui, Invest in Budapest, comme je te l'ai précisé, c'est une marque. La vraie société, elle s'appelle Remax B&B More. Donc B&B More, comme le précise, on fait vraiment ce service de conciergerie. Et Remax, on est une société qui fait on est purement des agents immobiliers. On est à peu près une quinzaine de personnes aujourd'hui. Ok. Et pour ton activité, comment c'est l'activité d'agent immobilier? Donc là, tu sais, tu avais parlé pour les achats-reventes des off-market qu'on te proposait, mais je suppose que t'as une activité d'agent immobilier, on va dire au sens classique du terme, trouver des biens. Ça, c'est tes brokers qui vont les chercher? Exactement. Ouais. Alors, on essaye d'être, en fait, on s'appelle Remax Invest. Et en fait, on est plusieurs agences Remax. Et nous, le concept, pourquoi Remax Invest, c'est qu'on veut traiter une clientèle étrangère qui, malgré tout, est assez nombreuse et investit fortement. Les Israéliens, les Russes, en ce moment, je dirais que c'est un peu en pause. Là, c'est en pause, ouais. Mais il y a une grosse partie, il y a beaucoup d'étrangers qui investissent à Budapest. Et nos brokers, d'ailleurs, sont pas seulement hongrois. On a des brokers d'origine turque, des brokers d'origine serbe, russophone, ukrainienne, pour, si tu veux, attirer différents les deux pattes, quoi. Exactement. Ok. Et combien c'est les frais d'agence en Hongrie quand tu vends? Alors, nous, on est Remax fonctionne avec système d'exclusivité. On est entre, je dirais, 3,5 à 5% en fonction des agences. D'accord. Ok. Super intéressant. Ok, ça on a fait un bon petit tour. Alors, on peut voir aussi ton parc. Du coup, toi, t'as aussi un parc immobilier. Tout est bien, tu les as que en Hongrie. Exactement. Ouais. Alors, c'est pour ça que je me suis posé la question une fois de me dire je suis français. En ville, on voit qu'il y a en France, on voit qu'il y a aussi des bonnes affaires à faire. Et pour être très honnête, j'ai jamais eu le temps de m'y intéresser vraiment. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que je me le mette dans le calendrier comme objectif. Ouais. Et du coup, il ressemble à quoi ton parc? T'as quoi comme type de bien? Alors j'ai de tout sur le coup. Alors j'ai aussi bien de l'appartement en gestion LCD. J'ai aussi un bien, je dirais, premium qui est loué aujourd'hui à un expatrié qui est dans le 5e arrondissement qui se loue plutôt bien. Et j'ai aussi, finalement, de l'argent que je réinvestis à chaque fois pour faire pour moi-même de l'achat-revente. Ok, tu fais des achats-reventes pour toi-même. Ouais. Exactement. Et t'avais parlé en off là avant qu'on commence que parfois tu faisais des divisions. Exactement. Est-ce que tu peux un peu présenter ce type d'opération? Alors c'est vrai que c'était au départ vraiment une mode, je dirais, sur Budapest, parce que nous, étant français, de vivre dans un 30 mètres carrés, je dirais, c'est presque normal à Paris. À Budapest, tu avais des espaces à chaque fois d'appartements sur les cadastres, c'était 90 mètres carrés. Donc en fait, au départ, pour amener la rentabilité au niveau de mes investisseurs, on cherchait des biens qu'on pouvait découper en 2 ou en 3. Et finalement, on augmente comme ça les locations de 30% par lot, je dirais. Ok. Et parce que moi, alors les fois où j'ai été à Budapest, c'est vrai que j'ai été dans pas mal d'immeubles qui étaient en fait, c'était une sorte de cour. Je sais pas si c'est un truc vraiment parce qu'en fait en France souvent, ce qui est compliqué dans les divisions, c'est la porte d'entrée. Enfin, si l'immeuble il est en long, mais c'est vrai que à Budapest, souvent j'ai été dans des immeubles, tu rentres et après il y a une grande cour sur plusieurs étages et donc du coup ça doit être beaucoup plus simple à diviser en fait. T'as juste à mettre une porte. Exactement. Dans le couloir, ouais. Ok.
c'est ce qu'ils appellent les Kurt en Hongrie. Kurt, c'est les cours intérieurs. Ouais, Exactement. ok. Être super intéressant. Et quand tu fais des achats, des divisions, tu vends les deux ou t'en vends un et ça te paye l'autre ou des trucs comme ça? Et ben c'est ce qui m'a permis finalement de démarrer avec 15 000 euros, c'est que on en gardait un et on vendait l'autre, et avec la vente de l'autre, on la réutilisait pour acheter un autre bien. Donc tu peux le faire. T'as deux façons de le faire. T'as une façon de le faire vraiment, je dirais, officielle au niveau de la mairie, mais t'as aussi maintenant, ils ont un petit peu simplifié au niveau de la loi. Enfin, il y a même longtemps, où tu peux avoir finalement dans ton cadras, c'est bien mentionné que ça appartient à un seul lot, mais d'un point de vue, je dirais, opération, tu peux le vendre, je dirais, de façon indépendante. Ok, super, super intéressant. Et il y a un point qu'on n'a pas du tout soulevé, c'est les emprunts. Est-ce que c'est maintenant, enfin, t'as dit que quand t'es arrivé c'était compliqué. Est-ce que maintenant c'est plus simple? Est-ce que ou alors est-ce que les gens ils font des emprunts dans leur parce que moi je sais par exemple je connais pas mal de personnes, alors pas forcément en France, mais qui ont hypothéqué un bien dans le pays où ils habitent pour en fait financer un bien dans un autre pays. Ça c'est Alors, je sais pas si en France ça se fait, j'en connais pas, mais je pense que ça se fait. C'est un très bon point, et c'est vrai que Budapest, c'est une ville jeune, et souvent j'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs qui veulent investir à Budapest et qui ont des budgets de 15-40 000 euros. Et pour tout te dire, il y a 5 ans de ça, c'était impossible d'emprunter en Hongrie. Maintenant, tu peux emprunter en Hongrie. Alors, bien évidemment, on n'est pas à 0,5 ou, excuse-moi, 1% de taux d'intérêt. On est plus aux alentours de 7% dans ce genre de modèle. Et ils peuvent te prêter, je dirais, jusqu'à 50 ou 60% du montant. Okay. Et t'as un emprunt en forain ou en euros? En forint. Ok. Ouais, du coup, vu qu'il y a une dévaluation, en fait, c'est toujours ça qu'il faut regarder. C'est pas le taux facial, quoi. C'est Exactement. le taux effectif, Exactement. quoi. Ok. Et après, je pense que t'as des investisseurs, tu sais même pas trop comment ils financent, quoi. Des Français ou des trucs comme ça. Ouais, alors j'en ai certains qui ont fait exactement la même technique que tu as évoqué, hein, c'est qu'ils hypothèquent un bien en France et ils achètent via cette hypothèque un bien en Hongrie. Et puis il y en a d'autres, pour être très honnête, c'est tellement le prix au mètre carré est tellement faible, finalement ils achètent cash. Bon, c'est là, je dirais, c'est plus des gens. Alors au départ, j'avais beaucoup de clients, c'était des personnes qui avaient 60-65 ans et qui cherchaient à finalement se constituer un capital qui derrière, lorsqu'ils décéderont, ils pourront remettre sans payer d'impôts. Okay. Et en Hongrie, quand vous achetez un bien, il faut savoir que vous payez pas de frais de cession. De succession. De succession, excusez-moi. Ouais, ok. Donc c'était comme ça que les gens, ouais. Quand t'as 65 ans, t'as un peu plus de cash. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps que quelqu'un me soit passé devant en payant un appartement cash en France que je voulais acheter. Et bah voilà, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. T'as pas toujours dans la vie, il y a toujours plus riche que toi. C'est ça. Et ok. Et donc ça on a vu. Et ton expérience du coup entrepreneuriale, est-ce que c'est quoi tes projets? Comment tu vis maintenant? Est-ce que tu es satisfait des résultats? Je pense pas que tu vas rester là, hein, mais je me pose toujours la question de me dire, est-ce qu'un jour j'irai en Asie? Ouais. Et puis c'est vrai que non, rester là, je voulais dire dans le sens d'activité, quoi. Forcément, on voit toujours plus, quoi, ouais. Bah écoute, en fait, je me compare tout le temps d'une année à une autre, et les choses évoluent dans mon cas. Donc c'est vrai que je pense que quand tu entreprends, bon, il y a bien évidemment, tu veux la liberté financière, mais il y a aussi l'évolution et ce que tu crées et ce que tu laisses derrière toi. Je pars du principe que je suis arrivé en Hongrie, j'ai acheté mon premier bien par moi-même, je dirais, et puis maintenant, bah, j'aide d'autres personnes, et c'est énormément valorisant finalement de supporter d'autres personnes à faire la meilleure acquisition, et je pense que c'est comme ça derrière que tu acquiers de nouveaux clients. Ouais. Donc, et pour l'instant, ouais, maintenant, ça fait 10 ans, ouais, donc. 10 ans en juillet 2022. Ouais. Ouais, 10 ans, ça commence à être dur pour partir, hein. Parfois, tu te dis, ouais, ça fait long que je suis là, mais en même temps, voilà, tu connais tout le monde, t'as ton réseau et tout, sinon, ce serait repartir de zéro, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et la vie à Budapest, combien tu dirais qu'il faut pour vivre un train de vie, enfin, tu vois, comme on est habitué en France? Alors,
je dirais que pour bien vivre à Budapest reste quand même une ville où c'est une capitale. Donc pour les Hongrois, c'est quand même très cher. C'est quasiment 40% plus cher l'immobilier à Budapest que dans le reste du pays. Hein. Je parle de villes, de vraies villes. Hein, je parle pas des villages. Donc il faut être autour de, je dirais, entre 1500 et 2000 euros pour vivre convenablement à Budapest. En dessous de ça, c'est quand même assez compliqué. Ouais, ok. Et ça monte tous les ans, je suppose, le coût de la vie. Exactement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça devient une plateforme pour les gens qui sont digital nomades, et notamment parce que la plupart font du business en euros, et la vie est en forint. Donc finalement, quand tu es, je pense que pour les personnes qui sont allées en Turquie ou qui vont dans d'autres pays où les currencies sont pas la même, il y a quand même cet avantage-là d'être payé en euros puisque la monnaie se dévalue chaque année. Ouais. Ouais, là, l'épisode que j'ai de ma semaine, là, c'était avec Lara, elle habite en Argentine, et elle est payée en dollars, et elle disait que quand elle a commencé, c'était un dollar, ça faisait 20 pesos, et maintenant ça fait 200 pesos. Donc, bon, elle a dit que les prix ils augmentent aussi en conséquence, mais c'est sûr que ouais, quand t'es payé dans une monnaie stable par rapport à une monnaie inflationniste, c'est totalement différent, quoi. Et toi, je suppose t'as des comptes en forain, des comptes en euros, Exactement. parce qu'il faut te couvrir un peu de ça, quoi. Ça sert à rien de Alors, mettre 100 000 euros en forain de côté si au bout de 2 ans ça vaut plus que 50 000, quoi. Enfin, je t'avoue que j'ai liké, je t'ai découvert par Instagram finalement, ouais. et ta première, ce qui m'a fait liker ta page, c'est, je crois, une de tes premières phrases où tu diras la retraite, c'est pas pour moi. Et en fait, je pars un peu de ce principe-là où je pense qu'il faut se constituer, je dirais, un trésor de guerre pour derrière être en retraite. Il faut se créer sa retraite et pas attendre les gens qui te la créent. Surtout quand t'es expatrié en plus, hein, Exactement. c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ok, super. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de la Hongrie. Et ton hôtel là, pour l'instant là, on est un peu fin des restrictions. Vous en avez tout du Covid là, parce que bon, Europe de l'Ouest Alors ils ont tout coupé là, mais ouais, alors la Hongrie n'a jamais vraiment vécu le Covid. Hein, c'est étrange. Hein. On a eu le port du masque, je dirais, obligatoire pendant 6 mois réellement. Ils avaient fermé leurs frontières et c'est ça qui a donné une claque, je dirais, au prix immobilier pendant cette période-là. Mais c'était une excellente période pour investir, ouais, puisqu'il y avait plus, je dirais, moins de concurrence. Et je dirais l'hôtel, écoute, on va pas se plaindre. On est aujourd'hui full. okay. Et alors on a quand même des difficultés d'avoir, je dirais, des forecasts, des prévisions sur 3 à 4 mois, mais en fait on finit tous les mois et on se rend compte que finalement on arrive à avoir 92% de taux de remplissage. de taux de remplissage, exactement. Ok. Ouais, donc le tourisme. Et c'est des touristes que vous avez ou c'est des gens pour affaires plutôt? Alors on vient juste de démarrer la partie corporate, mais je dirais 90% c'est des touristes. Ok, super. Je pense qu'on a fait un petit tour. Du coup, j'ai quelques questions que j'aime bien poser à la fin. On a un peu de temps, du coup, je vais en rajouter. La première, c'est si tu avais 30 jours pour te focus sur un projet, donc t'as pas à t'occuper, je sais pas si t'as des enfants, ou ta copine, ou les 15 brokers que tu gères, t'as pas à t'en occuper. Genre, admettons, tu peux être focus sur un truc. Tu sais, c'est vrai là, tu parlais peut-être d'investir en France, t'as jamais le temps. Qu'est-ce que tu ferais, genre, si tu avais 30 jours focus sur un projet, quoi? Alors, c'est une bonne question, mais c'est aussi une question que tu sais, quand tu es dans l'immobilier, finalement, l'immobilier, c'est un métier qui a très peu évolué. Hein, je veux dire, on est sur les basiques, il faut être sur place pour faire les bonnes affaires. Et je suis assez jaloux de tous ces entrepreneurs qui font du e-commerce et qui peuvent en fait travailler d'Indonésie, de Bali et autres. Et c'est vrai que si j'avais 30 jours, je m'intéresserais au e-commerce pour lancer le futur Amazon. Ah ouais, carrément, ouais, le futur Amazon. Si tu veux le lancer, à mon avis, il y a un moment où tu vas devoir quand même te poser quelque part. Mais ouais, j'avais fait un bon épisode avec un freelance, là, Ambroise Debray. Et lui, en gros, il voyage au gré des saisons. Il habite au Canada l'été, il va à Lisbonne, c'est sympa. Puis, apparemment, il y a plusieurs, un peu des hubs, tu vois, tu revois les gens, peut-être tous les 6 mois ou quelque chose, comme ça. Ça a l'air assez cool. Et puis, j'ai un pote là qui est, au Costa Rica ou au Panama, qui vit comme ça, qui est spécialisé en pub Facebook. Et là, il a pris une maison pour 1 mois. Je crois que
je sais plus si c'est Panama ou Costa Rica, mais ouais, il envoie les photos. C'est sûr que quand chez nous il neige là, c'est pas pareil. Okay. C'est clair. C'est clair. Du coup, j'ai une autre question qu'on n'a pas préparée. C'est est-ce que tu as une obsession ou un truc auquel tu te déroges pas, tu vois, peut-être ça peut être une routine ou ça peut être un truc sur lequel tu es complètement intransigeant. Alors, je suis bon, ma copine n'est pas loin, mais je vais pas le dire. Mais non, je suis très matinal. C'est-à-dire, que j'aime démarrer mes journées à 5 heures du matin, parce qu'en fait, c'est là où je me sens le plus concentré et pas, je dirais, dérangé des appels et la routine de la journée. Ouais. Donc, c'est un rythme de ma vie que je me suis fixé. Et en fait, je me rends compte que je peux faire une journée finalement de 5 heures à midi. Très efficace. Et l'après-midi, je dirais, c'est plus des réunions, rencontrer des gens, networker comme on est en train de le faire actuellement. Mmh. Et ça permet en fait d'avoir un planning où à la fin de la semaine, tu t'es dit c'est bon, j'ai atteint mes objectifs. Ok. Et tu te couches à quelle heure du coup? Alors je suis lève tôt, je suis couche tôt et je suis lève tôt. Je me couche vers 10 heures. Ouais, c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai que moi je suis aussi du matin. Et là, je rentre de voyage et je me suis levé tard. Et c'est vrai que ça a été une mauvaise semaine du jet lag, quoi. Et du coup, ça a été une très mauvaise semaine de productivité parce que moi, l'après-midi, je suis pas du tout efficace. Donc voilà, c'est comme ça. Là, je suis en train de reprendre le rythme, donc ça va aller. Et normalement, c'était ma mission de la semaine, trouver des locataires pour mon appartement qui se libère. Donc moi, ça c'est fait. Ok. Est-ce que tu connais le livre Morning Miracle, du coup, je pense? Oui, exactement. Ouais. Exactement. Okay. Est-ce que tu as un livre ou une ressource que tu voudrais recommander? Alors, j'ai un défaut. Je lis très peu finalement, à part les articles économiques ou ce qui se passe dans le monde. Ouais. Je suis pas un gros lecteur. Ok. Et tu lis quoi comme site? Je suis très Les Échos. J'ai aussi des ressources locales là en Hongrie qui me permettent aussi de savoir ce qui se passe localement ici. Ouais. Je dirais que j'essaie de diversifier mes sources. Ok, super. Et ouais, j'en ai une. Tiens, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Est-ce que je sais pas si quelqu'un t'a. Eh ben, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est, tu sais, parfois on se pose beaucoup de questions avant de prendre une décision. Mmh. On se dit ça va finalement, et c'est vrai que des choix, c'est finalement quelques fragments de secondes qui vont faire que tu as réussi, tu as pris cette décision, tu l'as pas prise. Et moi j'ai un conseil, c'est on peut faire de la théorie pendant longtemps, on peut étudier pendant longtemps, et c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut savoir se lancer, et on apprend en faisant malheureusement. Mmh. Ouais, sinon tu sais. C'est impossible de tout anticiper, de voir. Exactement. Et je suis un peu le résultat de ça. Je m'en souviens que lorsque j'ai acheté en 2014 mon premier bien, j'étais fier. Du coup, je le présentais à mes parents et mes parents me disaient mais Johan, tu es fou. Enfin, ce bien ressemble à rien du tout. Et en fait, ce bien-là, je l'ai vendu 2 fois le prix que je l'ai acheté. Mmh. Donc voilà, bon. Il y a une histoire de chance aussi, mais aussi de décision. Ouais, moi c'est pareil, j'avais acheté une des meilleures affaires que j'ai faites. J'avais acheté un appart et il y avait un gars, c'était un investisseur immobilier, un gros, vraiment en dizaines de millions d'euros, qui m'a dit que je faisais une connerie, quoi. Et moi j'étais sûr que c'était un bon prix et tout, et je l'ai vendu avec 50% de plus-value au bout de 2 ans sans faire de travaux ni rien, tu vois. Et c'est ça qui m'a mis un gros apport de cash que j'ai pu ensuite réutiliser. Donc même mais bon, c'est pas simple, quoi. Quand t'as un mec alors quand t'en as qui connaissent pas, tu dis ils connaissent pas. Et lui, il connaissait ses projets en millions, tu vois, pas en centaines de milliers d'euros. Et puis c'était un gars qui avait plus que 60 ans, donc le monde il a changé. Mais voilà, je pense qu'il faut un peu. C'est toujours un mélange, quoi. Faut un peu écouter, mais faut quand même faire ce qu'on a à faire. Ok. Et dernière question, est-ce que tu aurais une recommandation d'invité à me proposer? Donc, alors, t'as un domaine spécifique ou tu vois, ça s'appelle Bye Bye Patron, mon podcast, donc ça peut être alors tout ce qui est IMO, crypto, tous les investissements qui existent, tout l'entrepreneuriat qui existe,
Aussi, j'ai prévu d'avoir des sportifs de haut niveau. J'avais un joueur de poker, enfin, quelque chose qui, voilà, je sais pas, soit un peu du mindset, soit de l'entrepreneuriat ou des investissements. Ok, non bah alors là j'ai une personne qui est bon c'est pas très nouveau. Je suis désolé, tu vas encore prendre quelqu'un qui est dans la crypto-monnaie, mais qui lance un concept de crypto-monnaie qui est assez spécial, on dira. Ok. Il a ouvert, en fait il a créé son hub ici en Hongrie avec ses développeurs. Et je l'ai rencontré sur place. Ok. Donc je peux te mettre en contact avec cette Trop personne. bien. Il parle français? Il parle français, Ouais. exactement. Ah, parce que pour les auditeurs, ce sera mieux. Ok. Bah, trop bien. Bah, si tu peux m'envoyer ses coordonnées, puis juste le prévenir. C'est hyper. En fait, tu dis ouais, ça va être un de crypto. C'est hyper dur d'avoir des gens dans la crypto parce que D'accord. moi, je cherche des gens fiables. Alors, c'est sûr quand le marché il fait x5, t'es pas un génie, tu vois. Si t'as gagné même 100 000 euros dans la crypto, c'est pas compliqué. Ce qui est dur, c'est d'avoir des personnes fiables. J'ai lu. Puis là, dans le milieu francophone de France, là, j'ai eu quand même 3-4 acteurs qui sont assez connus. Et j'étais un peu à court justement d'invités. Je savais pas trop qui contacter pour la crypto. Les épisodes crypto, ils plaisent bien. Donc super, si tu peux Bien sûr. me donner son contact et puis on fera un épisode ensemble. Trop Bien bien. sûr. Si on veut te contacter, Eh ben, WhatsApp, je suis très WhatsApp. Il y a aussi par email ou aussi ma plateforme, mon site internet qui s'appelle investinbudapest.com. en un Et mot. là-dessus, ben, je pense en un mot, exactement. Ok. Moi, je mettrai les liens dans la description du podcast et puis ton email si jamais les gens Voilà. Et veulent puis, investir. et si les gens veulent aussi voyager, on a notre hôtel Zoya Luxury Residence qui se trouve aussi Voilà. dans le centre de Budapest. Ok, on mettra les liens comme ça, on verra un peu le rendu de 2 ans de travaux alors, hein. C'est ça? Exactement. 2 ans Ouais. de travaux. Exactement. Et c'était quoi au départ? C'était un immeuble ou c'était? Alors, au départ, c'était un bâtiment fonctionnaire qui appartenait au France Télécom local. Ok. Et maintenant, c'est un hôtel. Eh ben Maintenant, c'est un super. hôtel. Eh ben Yoann, ça m'a fait super plaisir de t'avoir au téléphone. Je te souhaite Et un très bon, enfin au téléphone, en visio même. Et je te souhaite un très bon week-end, hein. Et voilà, on arrive au terme bah, de de cet même, et épisode. merci à N'hésitez toi. pas à contacter Johan si vous voulez en savoir plus sur l'investissement à Budapest. J'ai aussi mis dans les notes de l'épisode le lien vers le site de son hôtel. Donc si vous voulez aller voir les photos, franchement, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Si vous êtes de passage à Budapest, pourquoi pas vous rendre dans cet hôtel. Bien sûr, je ne suis pas commissionné ou quoi que ce soit pour cette publicité. Sinon, n'hésitez pas également à me contacter, donc soit via Instagram bye bye patron, soit par email info@byebyepatron.net. Si vous voulez me faire un retour sur cet épisode, sur les épisodes précédents, si vous voulez avoir plus d'infos sur le week-end du Club Invest ou si vous voulez rejoindre le Club Invest pour réaliser vos premiers investissements rentables. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Je vais essayer de me reposer un peu parce que là, c'est vrai que je suis complètement sur les rotules et je vous dis à très bientôt. Bye bye.